Censé d'abord sortir en un seul volume divisé en 6 livres, Le Seigneur des Anneaux est finalement publié en 3 tomes sur décision de l'éditeur. Paru au Royaume-Uni chez Allen et Unwin le 11 novembre 1954, aux États-Unis chez Houghton Mifflin le 21 avril 1955, et la traduction française par Francis Ledoux est alors publiée en 1972. Une nouvelle traduction, réalisée par Daniel Laurent, est ensuite publiée en 2005 aux éditions Christian Bourgeois. Les Deux Tours est alors le second volet du roman Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Salut toi! Les Deux Tours reprend alors les livres 3 et 4 et aurait pu s'appeler La trahison d'Isengard, Le voyage des porteurs de l'anneau, ou L'anneau va à l'est. Le premier et le dernier sont d'ailleurs utilisés dans la Millennium Edition, parue en 2000. Tolkien envisageait d'identifier les Deux Tours comme étant celles d'Orthanc et de Barad-dûr, de Minas Tirith et de Barad-dûr, ou encore d'Orthanc et de Cirith Ungol. Il finit cependant par les identifier comme étant celles de Minas Morgul et d'Orthanc, en dessinant une illustration de couverture. Sur cette illustration, Orthanc est alors représenté par une tour noire avec 3 cornes et le signe de la main blanche, pendant que Minas Morgul est représenté par une tour blanche avec un fin croissant de lune en arrière-plan, en référence à son nom d'origine, Minas Ithil, la tour de la lune levante. Entre ces 2 tours, vole un Nazgûl. Tolkien commence le livre 3 en fin 1941 et l'achève alors en automne 1942. Il reprendra son écriture au printemps 1944 avec le livre 4. Ce dernier est donc achevé en fin mai 1944, période à partir de laquelle il fera une longue pause avant de recommencer l'écriture du tome 3, Le Retour du Roi. Le New York Times publie à sa sortie une critique positive, je cite, « Un travail extraordinairement excitant, une narration claire, une chaleur morale, de très belle beauté, mais surtout excitant. » Alors c'est toujours intéressant de passer sur la 4e de couverture et le synopsis, bien que ce soit une œuvre connue et reconnue, donc passons à la 4e de couverture. Les Deux Tours, deuxième partie du Seigneur des Anneaux, poursuit le récit des aventures de Frodo et de ses compagnons, lancés dans leur périple en Terre du Milieu. Avec Merry et Pippin, le lecteur plonge dans les batailles entre les orques et les cavaliers du Rohan, avant de rencontrer Lent Fangorn. Avec Aragorn, Gimli et Legolas, il assiste incrédule au retour de Gandalf. Avec Frodo et Sam, il suit Gollum le long des chemins du Mordor, le seul lieu où l'anneau pourrait être réduit. De son côté, le synopsis nous dit « Dispersée dans les terres de l'Ouest, la communauté de l'anneau affronte les périls de la guerre, tandis que Frodo, accompagné du fidèle Sam, poursuit une quête presque désespérée, détruire l'anneau unique en le jetant dans les crevasses d'Oradruil, la montagne du destin. Mais aux frontières du royaume du Mordor, une mystérieuse créature les épie, pour les perdre ou pour les sauver. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir des résumés du livre 3 et du livre 4 qui viennent composer ce 2e tome. Par contre, ça contient des spoilers, donc si vous n'avez jamais vu les films, que vous n'avez jamais lu les livres, et que vous comptez les lire et ou les regarder, bah c'est peut-être ce moment. Les premiers livres des Deux Tours suivent le parcours des personnages autres que Frodon et Sam. Les Uruk-hai s'emparent de Merry et Pippin, Boromir, venu à leur secours, meurt sous les flèches des assaillants avant qu'Aragorn, Legolas et Gimli ne puissent le rejoindre, ces 2 derniers ayant été distraits dans les combats annexes tandis qu'Aragorn cherchait à suivre la piste de Frodon. Après avoir confié la dépouille de Boromir au fleuve Anduin, les 3 rescapés partent secourir Merry et Pippin, tandis que les Uruk-hai courent vers l'Isengard. La piste prise par les Uruk-hai est facile à suivre, mais ils sont rapides et possèdent une avance importante. Aragorn, Legolas et Gimli les suivent pendant 3 jours et 3 nuits, mais ils sont interceptés en pleine nuit par les cavaliers d'Éomer qui affirment avoir massacré tous les orques et n'avoir trouvé aucun hobbit. Les 3 compagnons arrivent sur les lieux de la bataille et Aragorn, voyant dans les traces de la bataille que les hobbits ont pu s'échapper, il décide d'aller leur porter secours dans la forêt du Fangorn. Au lieu des hobbits, il rencontre Gandalf, renvoyé sur la terre du milieu pour finir sa mission et désormais vêtu de blanc. Pendant ce temps, Merry et Pippin, alors qu'ils montaient sur une colline de la forêt, rencontrent un Ent. Il s'agit de Fangorn lui-même, que l'on appelle plus couramment Barbe-Bois ou Sylve-Barbe. Celui-ci les entraîne au plus profond de la forêt où doit se tenir le Conseil des Ents, événement qui n'a pas eu lieu depuis un temps très long. Gandalf, Aragorn, Legolas et Gimli chevauchent vers Edoras où règne le roi Théoden, dont l'esprit est tombé sous l'emprise de Saruman à cause de son conseiller Grima, langue de serpent, à la solde du magicien. Gandalf parvient cependant à libérer le roi de Saruman. Il peut alors se rendre compte de la situation critique dans laquelle est le Rohan. Les Uruk-hai de Saruman et les hommes de l'Ouest, ennemis héréditaires du peuple du Rohan, dévastent librement le pays, tuant, pillant et brûlant. La guerre contre l'Isengard est déjà commencée. Théoden prend alors la décision d'aller combattre dans la forteresse de Fort-le-Corps, citadelle réputée imprenable qui déjà les sauva par le passé. Les femmes et les enfants partent avec la princesse Éowyn pour le refuge de Dunharrow, pendant que les soldats s'en vont à la forteresse. Gandalf s'en va dans le pays pour réunir des forces dispersées du Rohan et venir en aide à la troupe royale. Pendant ce temps-là,
Après délibération du conseil, les Ents décident d'entrer en guerre contre l'Isengard parce que Saruman s'est attaqué à la forêt pour alimenter ses forges. Ils marchent donc sur Angrenost avec Merry et Pippin et parviennent à le noyer sous les eaux de l'Isen. Puis ils se rendent à la gorge du Helm où sont déjà les armées de Saruman et de ses alliés. La bataille commence. Les armées de Saruman sont plusieurs fois repoussées, mais un maléfice du magicien multicolore fait une brèche dans la muraille. Éomer, Gimli et de nombreux autres sont repoussés vers les cavernes tandis qu'Aragorn, Théoden et Legolas défendent la citadelle. Alors que tout semble perdu, arrive Gandalf accompagné des hommes d'Erkenbrand, unis aux armées du fort. Ils parviennent à repousser les soldats de l'Isengard jusqu'à la forêt formée par les Ents. Le livre 4 suit les aventures de Sam et Frodon, qui rencontrent Gollum, Faramir et les troupes du Gondor, le passage en escalier de Cirith Ungol, la séparation de Sam et Frodon, et la traîtrise de Gollum qui envoie celui-ci contre l'araignée géante Araignée. Celle-ci bat en retraite à la suite du combat contre Sam, et le livre s'arrête au moment où Frodon, que Sam croit mort, alors qu'il est seulement inconscient à cause du poison injecté par l'araignée, est attrapé par les orques qui le mènent à la tour de Cirith Ungol, et Sam choisit de les suivre en cachette. Donc comme les vidéos précédentes, j'aime bien un petit peu récolter plusieurs avis extérieurs, qu'ils soient positifs et négatifs, pour avoir un avis assez vaste des lecteurs, voir où moi je me retrouve, ou je ne me retrouve pas, pour ensuite pouvoir vous donner mon point de vue. Donc c'est parti pour les avis positifs. Alors tous les avis positifs viennent de Babelio, pour le coup, et on va commencer avec l'avis de Megadonut, qui nous dit « J'ai passé un super moment avec ce magnifique récit écrit par Tolkien. Le début du récit est un peu moins long à vraiment démarrer, seul minuscule point négatif du premier tome. Donc c'est mieux pour le démarrage. J'ai préféré le fait que la compagnie soit dissociée, car bien que le récit soit découpé selon les personnages, il est plus varié et la trame est, je trouve, meilleure que celle du premier. J'ai beaucoup apprécié aussi le passage avec les Ents, qui m'a fait penser à la déforestation en Amazonie et qui apporte une nouvelle qualité au récit. J'ai beaucoup aimé le passage avec Legolas et Gimli à la bataille du gouffre de Helm, qui comptent leurs ennemis en faisant une sorte de compétition, moment qui m'a bien fait rire. De son côté, Frifrildi nous dit « J'ai beaucoup aimé cette partie et surtout de découvrir les passages qui n'avaient pas été repris dans le film. Cela m'a donné aussi un autre point de vue sur certains personnages comme la relation qui unit Legolas et Gimli. La partie consacrée au périple de Frodo et Sam vers le Mordor avec Gollum pour guide m'a donné l'impression de lire un autre livre. L'ambiance est totalement différente, c'est glauque, inquiétant. » De son côté, Yandere nous dit « Chaque personne prend ici de l'épaisseur et la série ne devient que plus intéressante, sans parler de l'univers toujours aussi bien écrit. » Et enfin, Tatua nous dit « Dans ce second tome, la même chose que dans le premier me saute aux yeux, c'est incroyablement vivant, bien plus que dans mon souvenir de lecture précédente. Je me demande si c'est lié au fait que les films existent aujourd'hui et que du coup les images me viennent plus facilement. Il y a également les illustrations d'Alan Lee, magnifiquement reproduites, dont j'allais oublier de parler. Elles sont juste superbes. Il y a également moins de coquilles que dans le tome 1, même s'il y en a, et la correction a été plus soignée, sans doute. Niveau côté négatif, pareil, on reste sur Babelio, et cette fois-là, on va omettre les pseudos, parce que, sait-on jamais, pas envie de ramener des personnes qui pourraient essayer de chercher des noises. Le premier retour étant donc, dès le début, ça commence mal. On découvre un passage trop bref, sans grand intérêt. Puis ensuite, voilà un tas d'éléments sans intérêt qui empiètent sur les trop rares dialogues. Ce livre est envahi par le visuel, par un univers visuel, et non pas par un univers écrit. Quelqu'un d'autre nous dit « Les efforts de Tolkien pour créer une mythologie anglo-saxonne concurrente à la gréco-romaine semblent dérisoires. L'histoire est simplette, les personnages bêta et vice-versa, les méchants de pacotille voués dès le début à une inéluctable défaite, sans suspense. Le grand démon Sauron est un vilain de supermarché sans envergure comparé à Palpatine par exemple. À la limite, la première partie, Bilbo le Hobbit, me semble mieux construite. » Quelqu'un d'autre nous dit encore « Le récit s'étire en longueur et inonde le lecteur d'une quantité presque insupportable de détails. » Un autre utilisateur nous dit « Dommage car Gandalf sait tout. Il peut tout faire, son pouvoir est trop grand. » Ou encore, quelqu'un nous dit « J'ai mis du temps à finir ce deuxième tome du Seigneur des Anneaux, je suis resté sur la même impression qu'après le premier, l'univers est fabuleux, notamment les Ents, mais le rythme est souvent trop lent pour moi. J'ai tendance à décrocher lors de certaines descriptions et je peinais à me concentrer sur ma lecture. Tous les éléments sont là pour que je sois emportée, mais le style me laisse en dehors de l'histoire. Toutefois, la tension qui se cristallise autour du personnage de Gollum et Sam qui prend plus d'importance m'ont bien plu. Je pense tout de même lire le dernier tome de cette saga incontournable pour pouvoir donner mon avis sur l'ensemble du récit. Et je sors des citations pour me poser une question qui m'est venue en lisant ces commentaires-là. Je me suis demandé de quelle traduction il s'agissait, puisqu'a priori, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, la seconde traduction est bien mieux que la première.
Ensuite, la dernière personne qu'on va citer pour ses avis négatifs, avant de passer à mon avis, nous dit « La description de l'univers reste le point fort du livre. Les passages relatant l'histoire de la Terre du Milieu ou de certains personnages sont très intéressants. Mais que c'est long ! Malgré un tome relatant plusieurs moments d'action, les descriptions sont toujours extrêmement présentes, et de nouveau, les personnages sont insipides, sans émotion ou complexité. Par ailleurs, tout le versant psychologique de l'anneau, la tentation à laquelle Frodo résiste de moins en moins, est quasiment absent de ce tome. On va donc finir sur mon avis, qui va regrouper un petit peu du positif et du négatif, vous allez voir. Premièrement, le combo de la nouvelle traduction plus lecture audible, je la trouve simplement ouf. J'ai adoré mon écoute. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, en dehors d'avoir plus d'action que dans le premier, a été de voir le développement des personnages, que ce soit individuel comme entre eux. Notamment le duo Legolas-Gimli, qui est devenu mon préféré. Et comme beaucoup de personnes, j'ai surkiffé leur compétition, de qui tuera le plus d'ennemis, j'en ai beaucoup ri et j'ai passé ce moment d'écoute au minimum, le sourire aux lèvres. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir les Elfs. Par contre, effectivement, certains passages sont plus lents que d'autres, mais à la façon que dans toute aventure, il y a des moments d'accalmie, mais jamais au point de réellement s'ennuyer de mon point de vue. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait que ça a été une lecture audible et non une lecture classique ? C'est fort probable. Audible rend très généralement les lectures plus rythmées et plus simples à avancer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de découvrir l'intégralité des Seigneurs des Anneaux via Audible. Les pavés que sont ces livres me faisaient peur, comme je ne lis pas nécessairement vite et que je craignais de ne pas réussir à reprendre ma lecture classique si des passages plus, voire trop lents, étaient présents dans l'œuvre. En ça, Audible a réglé mon problème. Aussi, point important à soulever, encore une fois, la seconde traduction en français. Beaucoup de personnes ont eu du mal avec la première traduction, et grâce à la seconde traduction, y a beaucoup de personnes qui ont réussi à pouvoir re-rentrer très facilement dans le livre, dans l'univers, et suivre cette aventure. En somme, j'ai été agréablement surprise à l'écoute du premier livre et de l'aisance à suivre les événements qu'il s'en dégageait, et j'ai encore plus aimé l'écoute de ce deuxième livre. Cette œuvre fait partie des classiques qu'il est intéressant d'au moins essayer de lire, ou maintenant d'écouter en audiobook pour se faire son propre avis. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est vous conseiller, vous aussi, d'essayer. Que ce soit en lecture comme en livre audio, essayez. Vous seul pourrez voir si vous adhérerez ou pas à l'histoire, si vous y prendrez plaisir ou non, mais essayez, parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez une très jolie surprise à la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous.